be taught how to fight. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de Let's Talk. Alors aujourd'hui, c'est la rubrique Notre santé. Notre santé, nous allons parler d'une maladie aujourd'hui. Alors la maladie dont nous allons évoquer aujourd'hui, c'est la drépanocytose, communément connue sous le nom de la maladie SS. Alors, c'est une maladie qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde, dont la plupart sont des personnes de race noire et asiatique. Alors, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir une dame qui va nous parler un peu de cette maladie. Alors, nous avons Madame Membi Christine, mère de 2 enfants, mariée à Monsieur Serge Membi, résident en Écosse, au UK. Elle est aussi directrice des projets au sein de l'association The Hope Project Scotland. Bonsoir Christine. Bonsoir. Alors ça fait plaisir de te recevoir au plateau et à l'émission Let's Talk. Aujourd'hui nous parlons santé. Alors, nous allons parler de la drépanocytose. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi la drépanocytose? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire et c'est une maladie de sang. Elle est encore appelée anémie à hémoglobine falciforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les globules rouges que nous avons normalement sont ronds, mais ceux des drépanocytaires ont des formes un peu en cerceau, quoi, demi-lune, et qui bloquent les artères, qui bloquent la circulation. Et c'est comme ça qu'elle est caractérisée. D'accord, c'est une maladie génétique. Oui, c'est une maladie génétique et elle est aussi héréditaire. Ça veut dire qu'elle part des parents aux enfants. Donc, elle se transmet comment? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment... Oui, la drépanocytose n'est pas contagieuse. La drépanocytose, c'est un transfert de gènes entre les parents. Ça veut dire que s'il y a des parents porteurs de ce gène S, dont tout le monde appelle SS, ce gène S, parce que nous avons un gène A qui est un gène qui est une globule rouge qui est en bonne santé, et un gène S qui est une globule qui est dans une globule rouge qui n'est pas en bonne santé. Alors souvent les porteurs de drépanocytose ont un bon gène A et un mauvais gène S. Et maintenant, si les 2 parents portent ce gène-là, alors ils ont 25% pour chaque grossesse d'avoir un enfant drépanocytaire. Parce qu'il y a un croisement de gènes. Alors, vous pouvez avoir un enfant, 50% d'enfants pour un couple AS, vous avez 50% de chances d'avoir les enfants en bonne santé, 25% d'avoir des enfants qui sont porteurs et 25% de chances d'avoir des enfants qui sont malades. Donc, comment est-ce que... Je voulais dire... Toi-même, pourquoi est-ce que tu as voulu nous parler de cette maladie, précisément de la drépanocytose? Est-ce que tu te sens concerné ou comment tu as un enfant, tu as quelqu'un proche qui est drépanocytaire ou pourquoi tu as voulu nous parler en fait, de cette maladie? Je suis concernée personnellement, j'ai aussi un enfant malade, mais on peut dire aussi que dans la communauté, pour tous les 5 maisons, il y a au moins un enfant malade quelque part. Et au moins chacun d'entre nous a déjà rencontré un drépanocytaire, soit dans la communauté, soit dans sa famille et partout. Donc c'est une maladie qui est connue de tous et qui est très importante parce qu'à un moment donné, on n'en parle pas. Et quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est drépanocytaire ou SS comme on appelle communément, cette personne est une paria de la société. Donc c'est quelque chose qui est très important et c'est pour cela que je me suis intéressée à cela, étant déjà quelqu'un qui souffre et aussi en parler. Parce qu'il y a des gens qui souffrent en silence.
Il faut donc qu'on puisse parler de ça. C'est pour cela que je me suis mise. Donc toi-même, tu es drépanocytaire. Oui, je suis drépanocytaire, mais le genre hétérozygote, ça veut dire quoi? Ça veut dire AS. Mais malheureusement, pour moi, mon taux de S est un peu plus élevé que la normale et j'ai fait des crises comme des drépanocytaires normaux. Du coup, on m'a classé dans le rang des drépanocytaires parce que j'ai eu beaucoup d'infections osseuses, j'ai eu des crises tout le long de ma jeunesse, comme des drépanocytaires, j'ai eu à avoir des transfusions sanguines, j'ai eu à avoir des médicaments pour m'aider à pouvoir avoir le sang tout le temps et puis des antibiotiques tout le temps. Donc, tout le traitement des drépanocytaires, je l'ai subi. Ah, d'accord. Il y a d'autres porteurs qui ne développent pas la maladie, qui n'ont pas aussi des symptômes comme... Normalement, les porteurs ne devraient pas souffrir de la maladie parce qu'ils ne sont que porteurs. Ils peuvent avoir des petits bobos comme quoi ils ont des petits rhumatismes et tout, mais normalement, les porteurs ne subissent pas la maladie. C'est pour cela qu'ils ne savent même pas qu'ils sont porteurs. Parce que vous pouvez vivre normalement votre vie et par exemple, mon mari, lui, il ne l'a pas su jusqu'à ce que il soit tombé dans quelque chose. Il était dans l'armée et il a reçu une balle. Alors, à l'extraction de la balle, je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas dépisté ça depuis. C'est à cette extraction, quand on a fait les tests de sang, qu'on s'est rendu compte qu'il est porteur. Donc, il est resté toute sa vie, toute sa jeunesse, sans savoir qu'il était porteur. Donc, beaucoup de gens, et vous avez une vie active, vous êtes normal, personne ne sait qu'il est porteur. C'est pour cela que des gens peuvent dire, oh, dans ma famille, il n'y a pas ça. Parce que vous pouvez avoir la chance que dans votre famille, vous avez 4 porteurs. Donc, ils ne sauront pas qu'ils ont la maladie, juste à ce qu'ils rencontrent un autre porteur. D'accord. Et justement, comment tu as fait, toi, pour savoir que tu étais porteuse? Est-ce que c'était dès l'enfance et dès ton enfance ou comment est-ce que tu t'es fait dépister avant? Oui, quand j'avais 7 mois, ma mère me disait, j'ai fait une crise. Alors, eux-mêmes, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital. Et heureusement pour moi, c'était un hôpital c'était une clinique privée où il y avait des blancs qui pouvaient faire des choses. Donc, du coup, ils ont regardé, ils ont vérifié qu'est-ce qui ne va pas. Alors, quand ils ont fait le test, on appelle ce test-là le test d'électrophorèse. Ils se sont rendus compte que non, j'étais porteuse. Mais une porteuse pas comme les autres. Alors, ils ont fait les tests à mes parents aussi. Et finalement, ma mère a fait faire les tests à tous ses frères. Et elle s'est rendue compte que parmi eux, il y en avait 3 qui étaient ils étaient 7, mais 3 étaient porteurs de drépanocytose. Donc, et du coup, toute notre famille, mes frères et sœurs, on a fait des tests. Heureusement pour nous, je suis la seule qui porte le gène. Les autres ne portent pas ce gène-là. Ils ont eu la chance d'être sains. Et après, vous avez connu votre mari aujourd'hui. Et lui, il était porteur. Oui. Toi, tu étais porteuse. Oui. Alors, tu l'étais. C'est une histoire. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ça? Pour tout vous dire, je le savais et on m'a toujours dit, avant de te marier, il faut toujours dire que tu es drépanocytaire parce que tu ne peux pas te marier avec un AS, tu ne peux pas te marier avec un SS. Donc, il faut toujours le dire, il faut toujours vérifier. Bon, quand j'ai connu mon mari, je lui ai dit, il m'a dit, oh, tout ça a fini par l'amour. Bon, mais, bah oui, mais bon, j'avais un peu peur, mais à la longue, je me suis dit, bon, à la guerre comme à la guerre. Non, et puis, bon, on s'est mariés, mais il faut mettre un accent à cela parce que aujourd'hui nous souffrons d'une certaine manière. Je ne peux pas prendre ça, je ne vais pas dire comme si c'est quelque chose, comme si c'était un fardeau, mais quelque part, c'est une certaine souffrance parce que c'était un peu égoïste de notre part. C'était un peu égoïste de notre part. On a regardé à nous, on n'a pas regardé au futur. Parce que le futur, ça veut dire que mon fils aujourd'hui, il est drépanocytaire. Et il souffre. Et quand ton enfant souffre, tu souffres.
Et ce n'est pas évident de voir son enfant dans des machines à tout moment et aller à l'hôpital à tout moment. C'est pas facile, c'est pas une vie facile. Et puis, du coup, toute la famille en souffre aussi. Donc, il faut toujours voir. Je crois que ça vaut le coup, si on s'aime vraiment, ça vaut le coup d'arrêter la relation au début, quand on sait qu'on est porteur de ce gène, parce que il y a des conséquences à venir. On va dire, oui, vous avez seulement 25% de chance. Oui, mais certaines personnes ont ces 25% de chance dans toutes les grossesses. Par exemple, moi, ma fille, elle est porteuse. Et mon fils est drépanocytaire. Donc, il faut voir ce que ça fait. Ça veut dire que ça pouvait être aussi de drépanocytaire. Donc, c'est pas évident. Donc, il faut vraiment regarder au loin. C'est vrai, ça va faire mal de savoir que l'être qu'on aime, on ne peut pas l'avoir. Mais c'est pour une bonne cause, quelque part. Ah oui, c'est pour une bonne cause. Alors, quelles sont les complications liées en fait, à la maladie? Quel genre de complications, les symptômes d'abord, et puis les complications vraiment que vous vivez au quotidien? Normalement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a des symptômes de drépanocytose. Parce que, en réalité, quand on regarde un drépanocytaire normal qui est bien traité, vous ne saurez jamais qu'il a la drépanocytose. Mais si vous voyez un enfant qui commence à crier de douleur et qui a des fièvres élevées et en fait, ça c'est des premiers symptômes de vérification. Il faut voir tout ça. Parce que quand quelqu'un a la fièvre et la douleur, il faut vérifier déjà, c'est quelque chose qui vous amène à constater qu'il y a quelque chose d'anormal. Donc, c'est un peu ça, mais il y a beaucoup de complications dans la drépanocytose. Parce que les enfants ou les personnes drépanocytaires ont une rate élargie. Ça fait que cette rate-là suce le sang. Et aussi, cette rate ne fonctionne pas normalement. Vous savez que c'est l'organe de défense du corps. Donc, par conséquent, comment on appelle ça, l'immunité du corps est basse. Donc, l'enfant est enclin ou la personne est enclin aux infections. Donc, le système immunitaire est complètement bas et aussi, il souffre d'une anémie chronique qui peut amener à la mort. Parce que quand vous avez évoqué, tantôt vous avez parlé des symptômes, l'enfant est très très fatigué. La personne est très fatiguée parce qu'il n'a pas assez de sang. Il n'a pas assez de sang. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous, en Afrique, quand on voit quelqu'un qui a le teint clair, on se dit, oh, c'est une belle personne et tout et tout. Donc, mon fils, quand il est né, il était vraiment très clair. Et là, on n'a pas su qu'il y avait un problème un jour. Pourquoi? Parce qu'il avait rendez-vous à l'hôpital et mon mari allait un peu plus tôt avec lui. Parce que ce jour-là, j'avais un examen à passer, donc il est parti avec lui. Il allait un peu plus tôt. Et on a dit, maintenant on a pris le sang, on a dit, ben attends, tu attends le médecin parce que tu vas attendre longtemps puisque c'est pas ouvert encore. Et à un moment donné, on l'a appelé, on a appelé, Monsieur Membi, le papa d'Enoch Membi, venez vite, parce qu'on a constaté que son taux d'hémoglobine était tellement bas, il était à 3%. Ça veut dire que normalement, il ne devait pas marcher, il allait tomber, il allait mourir. Donc, et lui, il ne savait pas. On dit, mais vous ne voyez même pas que cet enfant est pâle? Non, mais il était devenu vraiment très clair. Donc, il était pâle. Et nous, en tant que Noirs, on ne pouvait pas constater que l'enfant est pâle. Et le médecin dit, vous ne voyez pas que cet enfant est pâle? Oui, non. Et lui, mais on a seulement apporté un brancard directement, on l'a couché directement, on lui a mis un canular pour mettre le sang. Parce qu'il était déjà à un niveau où on ne pouvait pas, c'était trop, son anémie était trop. Donc, vous avez un enfant qui est comme ça, il est toujours fatigué et il a des douleurs. Et bon, quand je parlais tantôt des complications, il y a le foie qui est souvent affecté, il y a les reins qui sont souvent affectés, parce que quand ces hémoglobines-là s'accumulent, il y a les résidus qui font à ce que le rein ne fonctionne pas aussi très bien. Donc,
à force de faire des crises. Parce que quand il y a une crise, ça veut dire qu'il y a aussi il y a un blocage au niveau des artères. Donc, du coup, tous ces résidus de globules-là peuvent causer un préjudice aux reins. Donc, ils ont le problème de reins et ils ont aussi un problème d'infection de la cage thoracique qui peut amener à la mort parce qu'ils sont étouffés, ils n'ont pas assez d'oxygène et c'est beaucoup de choses en même temps. Donc, il faut voir que cette maladie, c'est une maladie très importante. On ne peut pas se moquer de ça, on ne peut pas jouer avec cette maladie. Donc, il faut en parler. Il y a aussi le AVC chez les enfants. Oui, surtout. Il y a beaucoup de risques d'AVC chez les enfants parce que quand ces artères-là sont bouchées au niveau de la tête, alors ça cause des accidents cardiovasculaires. Et ici, on a la chance que chaque année, on fait des radios pour les enfants drépanocytaires pour pouvoir vérifier s'il y a un blocage quelque part. Alors, quelle est l'espérance de vie aujourd'hui chez les personnes drépanocytaires? Parce que je sais qu'en Afrique, quand on voyait un enfant SS, on le dit souvent en Afrique comme ça, on se dit, mais il mourra demain. C'était vraiment, l'espérance de vie était très, très, très bas. Et aujourd'hui, que diras-tu par rapport à cela, l'espérance de vie aujourd'hui? Oui, l'espérance de vie aujourd'hui a quand même augmenté. On peut le dire grâce au traitement et au fait que les gens sont plus informés. On évalue cela entre 40 et 60 ans, qui est aussi l'espérance de vie d'une personne normale. Donc, mais j'en connais des drépanocytaires qui ont dépensé 60 ans. Donc, ça veut dire que s'il y a une bonne hygiène de vie et un bon suivi médical et la grâce de Dieu, et ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Et autour de nous, autour de personnes drépanocytaires, je pense qu'il est important que les gens qui les entourent soient informés de leur maladie, connaissent quand même que cette personne souffre d'une maladie quelconque et qu'il a besoin de soins, des premiers soins, parce qu'il arrive souvent que des enfants fassent des crises. Hein. Et est-ce que c'est important pour les personnes qui les entourent, la famille, de connaître l'état de santé? C'est très important. C'est très important. Je déplore vraiment le cas des parents qui cachent que les enfants sont malades. Parce que c'est une maladie. Ils n'ont pas cherché à la voir. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose pour avoir cette maladie. C'est un gène qui n'est pas en bonne santé. C'est quelque chose qui s'est déformé dans leur développement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont choisi d'avoir. Donc, par conséquent, on ne devrait pas avoir honte de ça. On doit dire aux gens, parce que c'est très vital, très, très vital que les gens autour de vous sachent que cet enfant est drépanocytaire ou pas. Par exemple, tout le monde sait que quand vous vous cognez, vous devez mettre la glace s'il y a une enflure. Malheureusement, pour les drépanocytaires, ils ne doivent pas mettre la glace. Pourquoi? Parce que en mettant la glace, ça va resserrer les artères qui sont déjà bouchées par les hématies falciformes. Alors, ça cause des crises. Or, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre quelque chose de chaud au lieu de quelque chose de froid. Alors, si la personne ne connaît pas, ne sait pas que on ne doit pas le faire, ça va porter préjudice à l'enfant. Moi, par exemple, il s'est avéré qu'une fois, j'étais dans une maison familiale et mon fils a manqué d'oxygène. Et je n'étais pas là. Mais parce que son cousin savait ce qu'il avait comme problème, il est sorti avec lui pour qu'il puisse prendre de l'air. Et c'est très important, parce que nous autres dans la communauté, souvent on laisse des enfants, il y a les anniversaires passés, vous pouvez laisser votre enfant, ou alors vous avez quelque chose à faire, vous demandez, ah maman Patricia, est-ce que vous pouvez garder mon enfant pour quelques jours ou quelques heures? Pendant ces quelques heures, quelque chose peut arriver. Si maman Patricia ne sait pas que cet enfant est malade, comment est-ce qu'il va aider cet enfant? Par exemple, si elle doit dormir avec cet enfant et que dans la nuit, l'enfant a des douleurs, l'enfant a de la fièvre, maman Patricia va lui donner le paracétamol normalement pour que la fièvre descende. Mais entre-temps, entre la nuit et le matin, beaucoup de choses ont changé dans cet enfant parce qu'il n'arrive pas à respirer, c'est peut-être une infection, c'est peut-être quelque chose, parce que déjà quand la température d'un enfant de drépanocytaire est de 38, il faut aller à l'hôpital.
Il faut aller à l'hôpital. Donc, si maman Patricia ne sait pas que cet enfant est drépanocytaire, comment elle peut sauver cet enfant? Et à ton avis, et d'après ton expérience, qu'est-ce qui fait que les parents cachent encore aujourd'hui la maladie des enfants drépanocytaires, ou eux-mêmes s'ils sont des drépanocytaires? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils se cachent, ils cachent encore? Ça reste un sujet tabou, d'après toi. C'est le rejet de la communauté. Nous, on a beaucoup de préjudices chez nous et on a beaucoup de tabous. En tant qu'Africains, beaucoup de femmes souffrent de cela parce qu'on est toujours en train de dire que vous faites des enfants malades, c'est vous qui apportez vous êtes sorcier, vous mangez vos enfants, et même l'enfant que vous avez fait est un sorcier parce qu'il est toujours malade. Donc, du coup, vous ne pouvez pas dire aux gens que votre enfant est malade. Et puis, vous avez ce rejet-là, non seulement de votre famille, mais aussi de la communauté. Et on vous pointe du doigt. Tout le monde n'aimerait pas être pointé du doigt. Donc, du coup, ça fait qu'il devient retraité et il y a l'isolement et il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Et j'en connais beaucoup qui ont perdu leur mariage à cause de ça. Parce que les maris n'ont pas pu supporter la pression des crises, la pression de la famille, des on-dit et tous ces préjudices qui tournent autour. Comme vous avez dit tantôt, on a dit les enfants drépanocytaires, quand on voit que c'est un SS, déjà c'est un cadavre ambulant. Alors, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Mais parce qu'on a déjà cette idée-là, ça bloque. Moi, j'ai rencontré une dame qui me dit carrément, ces enfants-là ne durent pas, pourquoi s'en occuper? Est-ce que les médecins se plaignaient du fait qu'elle n'amène pas l'enfant à l'hôpital, elle ne donne pas les médicaments à l'enfant? Alors on dit, pourquoi s'en occuper s'il ne dure pas? C'est quand même quelque chose, c'est quand même votre enfant, vous l'avez porté 9 mois. C'est quand même difficile, même s'il ne va pas durer 20 ans, mais ce petit moment, il faut quand même avoir du temps avec cet enfant. Et les complications de la maladie, vous les vivez au quotidien. Je vais dire, toi-même, tu es porteuse, tu as un enfant drépanocytaire et il vous arrive de tomber malade au même moment? Oui, oui, c'est très difficile pour la famille parce qu'il faut gérer, surtout quand c'est la maman qui est malade, c'est pas facile. Bon, le papa qui est malade, la maman peut faire beaucoup de choses en même temps, mais le papa, lui, il est concentré à quelque chose. Donc, c'est difficile pour lui de gérer et la maladie de la maman et la maladie de l'enfant en même temps. C'est très difficile. Donc, il faut avoir un partenaire, un mari qui vous soutient. Oui, qui vous soutient. Ah oui, en tout cas, je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu, monsieur Serge Membi, formidable, vous êtes. Merci beaucoup. C'est un support. Oui. Alors, parlons de l'association un tout petit peu. Vous êtes là maintenant. Quelle est votre mission au sein de l'association? Qu'est-ce que vous faites, en fait? Pourquoi vous avez voulu travailler dans cette association? Et la mission, c'est quoi? La mission, c'est d'aider les familles avec des enfants ou avec des personnes drépanocytaires. Parce que, comme vous avez vu, c'est une maladie psychologique aussi, parce que ça affecte tout le monde. Et aussi, il y a des petits avantages que nous pouvons avoir dans la société que les gens n'ont pas, des informations que les gens n'ont pas parce qu'ils n'en parlent pas. Et notre association aide ces parents-là dans ce domaine-là, mais aussi les amène à vivre leur vie. De dire que, à part la drépanocytose, il y a la vie. Oui, parce que le petit temps que vous avez de ne pas être malade, vous pouvez vivre votre vie. Alors nous organisons des événements de récréation pour les familles et nous organisons comment on appelle ça, des journées portes ouvertes pour parler des journées d'éducation, pour parler de la maladie et d'autres choses. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer peut-être la maladie, pour essayer un peu de stopper Je vais dire qu'il va falloir faire un dépistage. Il faut que nous puissions être en mesure de faire le dépistage, d'aller faire le dépistage. Parce que vous ne saurez jamais que vous êtes malade si vous ne faites pas le dépistage. Et le fait que vous sachiez que vous êtes déjà porteur et que vous voyez que vous ne pouvez pas avoir un partenaire qui est porteur, ça fait que ça va quand même changer, ça va réduire le taux de personnes qui seront malades. Donc, c'est très important de faire le dépistage. Mais c'est des dépistages pour la maladie
drépanocytose, c'est différent de... Souvent, quand on va, on se dit, je suis du groupe sanguin AB, je ne sais pas moi, O, est-ce que c'est différent? Oui, le groupe sanguin est différent de groupe d'hémoglobine. Parce que le groupe sanguin, c'est le groupe sanguin. L'hémoglobine, c'est ce globule-là. Donc, ça veut dire on va vérifier si c'est l'aile qui est dans le globule qu'on vérifie. Donc, on voit que là, il y a une allèle S ou A, whatever. Donc, en fait, c'est ça, c'est différent. C'est tout à fait différent. Et le test s'appelle électrophorèse. Donc, vous faites le test d'électrophorèse. Si vous demandez n'importe qui, même à votre GP, il va vous faire cela. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, avant peut-être le mariage, la plupart des personnes font le dépistage pour le HIV. On le fait aussi. Oui, oui. Normalement, dans les listes des maladies qu'on regarde, des prénuptiales, normalement, pour les Africains, pour la race, en fait, pas les Africains, les gens de race noire, il y a la drépanocytose. Oui, parce qu'il faut quand même vérifier ça. Il faut quand même vérifier ça. Et surtout, les jeunes. Et les hommes aussi. Les hommes, il faut aller faire le test. Et surtout, vous, les jeunes qui ne sont pas encore dans le mariage, c'est très important. Et ceux qui sont déjà dans le mariage aussi, c'est important. Parce que quand vous voulez faire des enfants, il faut voir s'il y a compatibilité ou quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il y a quand même de l'aide dans cette optique-là, parce que on peut faire des in vitro, on vous propose des in vitro aujourd'hui. Quand on sait que le couple est porteur de drépanocytose, donc au cas où vous vouliez faire d'autres enfants, on peut vous aider. Donc, il faut toujours faire le dépistage pour qu'on puisse réduire ce taux-là, parce que c'est très important de réduire le taux de drépanocytose. Alors, quel message vas-tu donner à la communauté africaine en général, aux personnes qui nous regardent, ce qui concerne cette maladie? Est-ce que tu as un message pour eux? Oui, j'aimerais dire à tout le monde d'aller faire le dépistage de drépanocytose, parce que c'est très, très important. Nous tous, nous sommes concernés, et surtout, ne restez pas dans l'ombre. Dites à tout le monde que vous êtes drépanocytaire. Ce n'est pas comment on appelle ça ici, une abomination. Ce n'est pas quelque chose qui va vous tuer. Il faut dire à tout le monde que vous êtes drépanocytaire. Ça ne dérange personne. Ça peut vous sauver la vie demain ou après-demain. Et les parents, s'il vous plaît, sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre, parlez-en, parce que nous sommes déjà dans une atmosphère ici où on peut vous aider. Et ici, on ne regarde plus un handicapé comme un paria de la société, on l'aide. Donc, par conséquent, il faut vraiment nous aider aussi. Il faut aider les enfants malades, il faut aider les gens malades, parce que ça et arrêtez, s'il vous plaît, les tabous et les préjudices. Comme quoi, voilà, un sorcier va mourir demain, les histoires comme ça, arrêtez tout ça, parce que ça détruit vraiment les gens. Et par conséquent, ça amène à l'isolation. C'est pas bien, c'est pas bien. Okay. Et aux parents drépanocytaires ou qui ont des enfants drépanocytaires, un message, quelqu'un qui en souffre vraiment en silence, qui n'arrive pas à partager sa douleur et qui garde cette maladie pour lui, que peux-tu dire? Je peux dire, venez à Hope Project. Venez à Hope Project Scotland, c'est une grande famille de drépanocytaires où vous avez des gens comme vous, des parents qui ont eu beaucoup plus d'expérience et qui ont traversé les mêmes problèmes. Donc, ça fait que ça peut quand même vous donner quand même un petit courage. Et essayez de sortir de là. Vivez une vie normale. Vivez en dehors de la drépanocytose, il y a la vie, donc vivez une vie normale et c'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. C'était l'émission Notre Santé. Aujourd'hui, on avait reçu Madame Membi Christine qui nous a parlé de la drépanocytose. Je sais qu'il y a beaucoup à dire, mais le temps est un peu limité. Elle reviendra parce que vous allez poser des questions. Elle reviendra parce que vous voulez qu'elle parle encore, qu'elle en parle. Et nous attendons vos réactions, vos questions. Écrivez-nous sur la page Facebook Patricia Bessombi et notre chaîne TV, Let's Talk TV, sur YouTube. Abonnez-vous pour regarder nos émissions et écrivez-nous une box. Si vous avez des questions vraiment privées, écrivez-nous une box sur la page Facebook Patricia Bessombi.
n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Let's Talk /Patricia Bessombi. Merci à vous qui avez suivi l'émission. Et je dis merci à Maestro derrière la caméra, Armani Melenko. Merci à toi, Rita Bessombi. Merci à tous nos abonnés et à tous ceux qui nous soutiennent. Merci, Christine. Merci à vous tous. Et un mot de la fin? Oh, je suis contente. Un petit coucou à... un petit coucou. Un petit coucou à tout le monde qui nous suit. Un petit coucou à tout le monde qui nous connaît. Un petit coucou à Maman Augustine. Un petit coucou à tout le monde de Hope Project. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très bientôt.